Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Royal Amazonia. Bienvenue. On s'est déjà posé la question comment on allait ce matin. Il n'est pas question de parler de santé sans se poser cette question régulièrement. Elle est faite. Je m'appelle Carole Maté. Je serai avec vous tout au long de cette journée pour pouvoir fluidifier, faciliter nos échanges. Voilà. Donc on va tous se mettre en situation de partager aujourd'hui autant que possible. C'est vrai qu'il y a toujours un petit temps de chauffe, mais après, on va se sentir comme en famille, comme entre amis, comme entre collègues, pouvoir aborder un sujet qui nous est cher, qui m'est cher, qui est la question de la santé. Parlons santé. Le CISTC qu'on salue, si vous permettez de vous joindre à vous pour saluer cette initiative innovante, innovante en plus d'un point, innovante par la qualité des invités présents aujourd'hui, innovant par, on va dire, la thématique abordée ici en Guyane par le prisme des professionnels de la santé au travail. Innovant parce qu'on parlera bien sûr d'innovation numérique, technologique, au service du suivi médical. Mais sans plus tarder, je ne vais pas passer trop de temps à prendre la parole. On va très vite saluer et accueillir chaleureusement le président du CISTC, M. David Wollwechter. Merci Madame Maté, Monsieur le directeur du CIAMT, Monsieur le directeur de Présence, le directeur général de Présence, comme directeur général également, pardon. Monsieur le vice-président du MEDEF qui nous écoute, il est connecté de l'autre côté, il n'a pas pu se déplacer, mais il va intervenir dans quelques instants. Monsieur Jean-Luc Monteil. Je salue également Madame la directrice de la DGCOPOP, Madame la directrice de l'ARS, et je terminerai mes propos protocolaires, mon entrée protocolaire par saluer Monsieur le président de la collectivité territoriale. Et c'est important pour moi que cette délégation institutionnelle soit aussi fortement représentée aujourd'hui. Chères toutes et tous, bonjour. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous accueille en ce jour pour ce colloque Parlons Santé. Pierre Dac, le célèbre humoriste, disait en son temps, si le travail c'est la santé, pourquoi diable aurait-on besoin d'une médecine du travail? Sans faire offense à sa mémoire, et si on peut savourer le trait d'humour, cela dénote une compréhension, pour le moins perfectible, des enjeux de bonne santé pour les travailleurs. J'insiste, le mot travailleur. On parle souvent des salariés, mais la réforme qui est apparue lors de cette loi du 2 août 2021 nous oblige à prendre en compte maintenant les chefs d'entreprise, les indépendants. Et c'est pour moi une très bonne nouvelle. D'où le mot retenu, travailleur. Selon l'OMS, la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet. Elle ne saurait être circonscrite à une absence de maladie ou d'infirmité. Parlons santé pour parler de santé physique, pour parler de santé mentale, pour parler santé sociale. Parlons santé pour élargir le spectre de la santé au travail à la santé des hommes et des femmes qui travaillent, y compris en dehors des temps de travail. C'est même ce qui a motivé ce colloque. Cette dernière idée invite à placer la prévention comme enjeu fondamental qui pose comme préalable la question des compétences requises. Parlons santé pour parler aussi des difficultés que l'on rencontre à trouver et à recruter ces compétences. Enfin, parlons santé pour fédérer les initiatives, créer des synergies indispensables et proposer, expérimenter des solutions innovantes. Alors, je vais profiter de ce micro devant vous et de cette assemblée pour remercier chaleureusement cette délégation du CIAMP, venue en grand renfort. 12 personnes qui ont fait le déplacement. Béatrice, chère Béatrice, qui est même venue une semaine avant pour nous aider. Et je peux vous dire que cela me touche au plus haut point. Couronné également par la présence de Martial Brun, le directeur général de Présence, qui, dès lors qu'il a entendu parler du colloque, a joué le jeu. Je ne serai pas trop long car nous avons plein de choses à voir ce matin. Et je voudrais vous dire merci. Merci de votre présence, merci de votre collaboration. Et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon colloque. Merci.
Merci à vous, Monsieur le Président. La technologie, c'est la distance. Avec nous, on sera ensemble. De l'autre côté de l'océan se trouve Monsieur Monteil, qui est effectivement vice-président du MEDEF, qui va pouvoir intervenir à travers nos écrans. Bonjour, j'espère que la liaison est bonne. Excellente. À vous de parler. Bon, et donc comme vous l'avez rappelé, j'espère que vous êtes tous en forme. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec vous. Malheureusement, je n'ai pas pu faire comme Martial Brun, venir vous rendre visite en Guyane, terre que j'ai découvert il y a quelques mois, grâce à l'invitation de Tara Govindin, qui est la présidente du MEDEF Guyane. Donc très content de m'associer à ce colloque, car sur les sujets de santé au travail, c'est vrai qu'on ne fait jamais assez d'efforts pour informer sur ces sujets qui sont quand même au cœur de la vie du travail. Et la qualité de travail est un déterminant, y compris pour l'attractivité de nos entreprises vis-à-vis de nos collaborateurs. Alors, j'interviens ce matin en tant que négociateur de cette réforme. Et avec vous, si vous en êtes d'accord, on va balayer peut-être 3 points qui me paraissent être essentiels pour poser un peu le décor de ce colloque. D'une part, je voulais bien sûr remercier David de son invitation et surtout de son engagement. Je rappelle que les mandataires, ces entrepreneurs qui passent beaucoup de leur temps en dehors de leur vie familiale et de leur entreprise pour le bien de la collectivité, à travers ces mandats, sont des gens bénévoles. Et donc, c'est aussi l'occasion ici de saluer tous les mandataires du MEDEF Guyane qui, aux URSSAF, au Conseil des prud'hommes, à la santé au travail, donnent de leur temps pour le bien de la collectivité. Ça contribue à la bonne vie d'une démocratie d'un grand pays. Donc, j'en profite pour le rappeler en préambule. Voilà. Alors, sur les 3 points que je voulais partager avec vous ce matin, il y a évidemment le bilan, ce qui a donné naissance, entre guillemets, à cette réforme, la volonté des partenaires sociaux et puis, évidemment, les grands axes de la réforme que nous portons. Sachant qu'il y a une particularité, c'est que cette réforme, les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales et les organisations patronales, ont souhaité la mener, évidemment en cohérence avec la volonté du gouvernement, mais également en cohérence avec la volonté des opérateurs, c'est-à-dire les quelques 200 services de santé au travail interprofessionnels qui existent sur l'ensemble du territoire national. Et on l'a fait en étroite collaboration avec le représentant de ces opérateurs, en l'occurrence Présence, qui est la structure qui chapeaute et qui coordonne l'activité des services de santé au travail. Et donc, c'était important que Martial Brun, son DG, soit à vos côtés pour ce colloque. Alors, le bilan qu'on pouvait faire il y a quelques années et encore aujourd'hui de nos services de santé au travail, c'est qu'il y a une insatisfaction qui était partagée tant par les salariés que par les employeurs de l'efficience du service qui était apporté. C'est le premier élément. Deuxième élément, il y a autant de services que d'offres de services. Et donc, on allait d'un service à un autre sans nécessairement retrouver, on va dire, une offre de services cohérente. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'on avait des tarifications pour le service apporté qui allaient du simple au triple. Et donc, ça posait évidemment quelques difficultés. Et donc, nous avons souhaité, évidemment, apporter des réponses très concrètes à ces problématiques. Alors, dans les réponses que les partenaires sociaux ont portées et qui ont été transposées par la loi d'août 2021, c'est quoi? C'est d'une part une vision totalement moderne sur la santé au travail. On avait la culture de la réparation. Nous entrons aujourd'hui dans la culture de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut que grâce aux actions de prévention dans le milieu de travail, que la réparation ne devienne demain plus que l'exception. En tout cas, c'est l'ambition que nous portons. Et pour ce faire, avec les équipes pluridisciplinaires, il faudra que ces équipes soient présentes aux côtés des entrepreneurs et de leurs salariés pour justement être en capacité d'identifier quels peuvent être les mots qui demain pourraient générer des contraintes ou
des difficultés à nos collaborateurs. Et comme l'a rappelé David, la réforme ne se limite pas qu'aux simples collaborateurs, puisque aujourd'hui, les employeurs qui le souhaitent pourraient bénéficier des services apportés par les services de santé au travail. Alors, pour ce faire, on a identifié avec assez de lucidité que nous disposons en France de très peu de médecins du travail et qu'il faut impérativement que leurs compétences, qui sont réelles, soient concentrées sur le management des équipes et là où l'expertise du médecin est clairement identifiée. Et par contre, les équipes pluridisciplinaires, infirmières et d'autres spécialités, soient en capacité de pouvoir être au plus près des réalités, donc au plus près des entreprises pour identifier certaines difficultés. Il y a aussi une question de taille qui est importante parce que l'ambition que nous portons également, c'est d'être en capacité, dans les services, de dédier des équipes pluridisciplinaires par grande famille professionnelle. Je pense que quand on est un professionnel, quand on a l'habitude de travailler pour un secteur d'activité, on comprend mieux les dangers, les difficultés qui peuvent exister dans telle ou telle profession. Et pour ce faire, il faut, entre guillemets, atteindre certaines tailles critiques. C'est pour ça que déjà, même avant la réforme, le MEDEF, on a poussé un certain nombre de services à se rapprocher d'autres services, ce qui fait qu'aujourd'hui, on montait il y a 4 ou 5 ans à peu près à 240 services et actuellement, on doit être, mais Martial sera plus précis que moi, à peu près à 180 services interprofessionnels. On a également les services de branche qui jouent un rôle, mais qui est plus limité puisque des services de branche, il y en a tout compte fait très peu sur le territoire national. Et donc, on souhaite d'une part définir une offre socle qui permettra d'assurer l'harmonisation du service. Pour ce faire, déléguer, c'est contrôler. Donc, ce qu'ont souhaité les partenaires sociaux, c'est qu'on ait une certification extérieure pour tous les services de santé au travail qui apportera la garantie aux clients, aux utilisateurs demain, de pouvoir avoir l'assurance que le service délivré l'est réellement et dans de bonnes conditions. Nous avons également encadré la cotisation, c'est-à-dire pour faire en sorte que là aussi, nos services soient le mieux gérés possible. Et donc, demain, on aura une cotisation qui sera cible avec une variante de plus 20, moins 20, parce qu'on sait très bien, en particulier en Outre-mer, que vous avez des coûts, en particulier sur le recrutement de certaines compétences qu'il faut intégrer dans les évolutions de cotisation. Et nous l'avons également intégré. Et puis, on a également essayé de faire tomber quelques murs, en particulier un entre la médecine de ville et la médecine du travail. C'est pour ce faire que nous avons créé un statut du médecin praticien correspondant, c'est-à-dire c'est ces médecins de ville qui, grâce à une formation dédiée, pourront être en capacité d'accompagner le service dans le cadre des suivis simples des collaborateurs. Et puis, plus globalement, c'est de réunir cette famille de la santé. Qu'on soit médecin de ville ou qu'on soit médecin du travail, on a plus ou moins les mêmes patients. Et donc, c'est important qu'on ait la capacité de créer des passerelles entre ces deux mondes pour, d'une part, mieux se comprendre et être plus efficient. C'est également l'ambition des partenaires sociaux. Voilà ce que je peux dire peut-être en préambule, parce que je ne veux pas être trop long. Mais en tout cas, sachez que voilà, on est déterminé à faire en sorte que cette réforme, ce soit la bonne. On y investit beaucoup d'énergie avec l'aide de vous tous. Et ce qu'on souhaite réellement, c'est définir une santé au travail innovante, moderne, en utilisant des moyens techniques qui sont de notre génération, c'est-à-dire en particulier pour le document, le DURP, des documents qui seront demain informatisés, qui faciliteront l'accès, y compris aux petits employeurs, de ces sujets autour de la prévention. Et puis, également, on l'a compris, on voit arriver la télémédecine se développer. Vous êtes un très grand territoire, vous, la Guyane, et pas une île, hein, je le rappelle. Et donc, dans ce grand territoire, qui de mémoire fait 7 fois, je crois, la Corse,
Dans ce grand territoire, vous avez des espaces qui sont très urbanisés, d'autres qui le sont moins. Et pour autant, c'est tout le challenge de David et de ses équipes. On doit être en capacité d'apporter un service uniforme à toute la population des travailleurs. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent colloque. Je reste à votre disposition encore quelques temps, parce qu'après, je dois partir sur Béziers, parce que j'ouvre une nouvelle agence, et donc ils m'attendent dans l'après-midi, puisque ici, en métropole, il doit être 12h30 ou 13h. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, très content d'être avec vous. Je participe à vos échanges. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, et après, je serai malheureusement obligé de vous abandonner à contre-cœur. Merci, monsieur Jean-Luc Monteil. Merci, on le salue, s'il vous plaît. Merci. Effectivement, on a entendu des mots-clés, décloisonnement, on a entendu innovation technologique, on a entendu bien sûr terrain, nouvelles populations concernées, ce que sont les employeurs. Et bien sans plus tarder, nous poursuivons en forme table ronde. J'invite ici avec nous pour échanger dès le départ sur justement ces questions et faire le pont avec ces sujets-là. Tout d'abord, Madame Frédérique Racon, directrice de la Direction Générale Cohésion et Population, la DG Copop. Bienvenue. Madame Racon, on a commencé par les dames. Hein. Vous l'avez compris, on garde quelques privilèges. Merci. Nous accueillons très vite Monsieur Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane. Monsieur le président de la CTG, merci de nous rejoindre. Nous accueillons Monsieur Docteur, je ne sais jamais s'il faut dire Monsieur ou Docteur, mais en tout cas Docteur Vin Ngo, du SIAMT. Voilà, donc il nous vient de Paris. Merci, installez-vous, merci. Les deux, on peut dire les deux ensemble, ça me va bien, moi, monsieur le docteur, ça me va très bien. Et nous continuons avec monsieur Martial Brun, directeur général de Présence. Alors, il est bon de dire que le SIAMT, c'est le Centre inter-entreprise et artisanal de la médecine du travail à Paris. Et pour Présence, nous sommes avec la prévention, la santé, le service aux entreprises. Ça vous va? Très bien. Alors, pour échanger, je me mets un petit peu à côté de vous. Peut-être commencer par une question. On commencera par vous, monsieur Serville, si vous êtes d'accord? C'est pas gentil. Une approche politique. Quel est votre premier message concernant ce sujet du jour? Merci d'être parmi nous. Tout d'abord, merci, monsieur le président, d'avoir pensé à m'inviter à prendre part à cette belle manifestation. Premier message, eh bien, ça serait de dire que la santé, c'est d'abord l'affaire de tous. Et j'ai envie de dire que la santé, ça commence avant la naissance, parce qu'on établit très facilement une belle corrélation entre la manière dont un enfant est conçu, la manière dont a vécu la mère avant l'accouchement, le développement de l'enfant, les phases successives de vie par lesquelles il passe, qui sont des fois bonnes ou alors qui sont mauvaises, qui entraînent des conséquences également bonnes ou mauvaises sur sa santé, et qui va naturellement trop souvent impacter sa capacité à être un bon travailleur, un mauvais travailleur. Donc je crois que je vais porter un regard très élargi sur la façon dont ça se passe pour dire qu'effectivement, il y a des actions que l'on doit pouvoir mener dans le cadre de ce qui se fait au sein du travail, mais en tant que politique et en tant que président de la collectivité, je crois qu'il est de notre devoir impératif de porter un regard extrêmement précis sur tout ce qui se passe avant même que l'individu ne devienne un travailleur. Comment il vit, comment il se déplace, comment il habite, comment il s'alimente, comment il interagit dans son quartier avec les amis, avec la famille. Et tous ces éléments-là sont des éléments constitutifs d'un état d'être ou d'un état de mal-être ou de bien-être. Et bien évidemment, avec les 3500 employés qui sont sous mon autorité à la CTG, je me rends bien compte à quel point il est important d'agir sur l'instant présent. Mais le vice-président du MEDEF vient de dire qu'il faut sortir de la logique de réparation pour passer délibérément et très largement à une logique de prévention. Et je crois que si j'avais un message à passer ce matin, il se situerait essentiellement autour de cette vision-là. On salue ce premier message. Effectivement, on a bien compris que... Oui, je pense que M. Jean-Luc Monteil, de l'autre côté, aura les mêmes points de vue. Effectivement, cette question de santé, ça démarre très très jeune, en fait. Alors, messieurs qui êtes là, justement, on en profite parce qu'il y a des professionnels de santé, donc les docteurs qui sont présents. Peut-être on va continuer, avant de leur passer la parole, à avoir un point de vue, justement, pour continuer sur les logiques de stratégie territoriale, d'approche publique, finalement, de ces questions, par l'intervention de Mme Frédérique Racon.
Bonjour à tous. Monsieur le Président de la CTG, messieurs, merci beaucoup. Bonjour tout le monde et je vous remercie de nous avoir invités et surtout d'avoir organisé ce colloque. Parlons santé. Quel bonheur, Monsieur le Président, vous savez combien c'est un sujet qui nous tient à cœur. Je ne vais pas spécialement parler de l'inspection du travail en tant que telle, mais simplement dire que c'est une priorité du gouvernement de s'attacher à la santé au travail. Il y a une double exigence autour de cette priorité, une exigence morale que tout le monde comprendra bien évidemment. Vous l'avez dit dans vos propos introductifs, si le travail c'est la santé, alors ma foi, pourquoi est-ce que les salariés se retrouvent en difficulté, en souffrance et des fois même à perdre certaines capacités? Les accidents du travail sont une priorité. Nous menons énormément d'actions dans le cadre de l'inspection, dans ce cadre de prévention notamment, les chutes de hauteur, l'inhalation de l'amiante. Voilà, je passe sur tous ces aspects. La santé au travail est une priorité, doit être au cœur des stratégies des entreprises. Et c'est vraiment, véritablement là notre action. La deuxième exigence morale est évidemment une exigence économique. Pour la Guyane, c'est primordial. Il me semble que les entreprises devraient intégrer cette question de santé au sein même de leur propre stratégie. On n'est pas simplement sur une stratégie de mondialisation et de gains financiers, mais on est surtout aussi, en premier lieu, sur la préservation de la santé des salariés afin qu'ils puissent être plus performants, puisqu'on parle de performance, n'est-ce pas? Il s'agit aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque, que nous échangions sur nos pratiques, sur cette pluridisciplinarité qui est notre action en tant que telle, à tous, et notamment sur le fait que des entreprises devraient, a priori en tout cas, avec les partenaires sociaux, avec tous les acteurs que vous connaissez tous, devraient mettre ce champ en premier lieu dans leurs actions et dans leurs différentes stratégies. Ce n'est pas encore le cas. S'il faut aller vers quelque chose, il me semble que c'est là. Il faudrait qu'on aille plutôt vers cette logique qui ne devrait pas être prioritairement économique, mais en tout cas qui doit également être en cohérence avec la garantie de la santé des salariés au travail. Je ne serai pas plus longue peut-être, je vais peut-être développer d'autres choses, mais sachez qu'au niveau national, nous avons, enfin même régional, nous avons un plan régional de santé au travail, donc le numéro 4, qui porte en priorité la santé des travailleurs et la qualité de vie au travail. Donc il y a beaucoup à faire dans le cadre du CSE et des CEC qui sont mis en place dernièrement depuis fin 2019. Les partenaires sociaux, le dialogue social porte sur ces questions de santé au travail et je salue une fois de plus ce colloque qui, à mon avis, sera un véritable souffle et un point de départ pour que les entreprises réalisent qu'au-delà de l'obligation qui est faite, que tous les salariés soient vus par un médecin du travail régulièrement, il faut évidemment que toutes ces entreprises inscrivent les salariés auprès des centres de santé, parce qu'aujourd'hui, nous avons un déficit entre le nombre de salariés en poste et le nombre de salariés suivis réellement par les centres de santé. Donc si ce colloque doit apporter un autre élément, il me semble que c'est celui-là, Monsieur le Président, et que vous n'allez pas me contredire. Je vous remercie. Vous nous avez permis d'avoir plusieurs sujets qui permettent de faire le pont avec ces messieurs qui sont venus du national pour nous apporter leur éclairage, pour Présence, pour le SIAMT. Je vous laisse la parole à tour de rôle pour nous dire justement par rapport à ces questions d'intervention pour donner cette réalité en Guyane, quel est déjà le premier regard que vous posez par rapport à ces changements et par rapport à nos préoccupations qui ne doivent pas être si loin finalement des vôtres non plus. Je laisse la priorité à notre directeur général. Très bien. Merci, Vin. Juste vous dire le plaisir que j'ai d'être ici présent. Je le disais à quelques-uns d'entre vous, David Velleche a beaucoup fait. J'ai été témoin de son engagement dès le départ, dès sa prise de fonction, pour trouver des solutions pour la Guyane. Parce qu'on le reverra, je suis le représentant d'un réseau de 180, effectivement, Jean-Luc, de 180 services de prévention et de santé au travail interentreprises, qui ont tous des réalités territoriales différentes. Et la Guyane, en particulier, a une réalité territoriale particulière. Et l'engagement de David à trouver des solutions qui puissent s'appliquer à ce territoire est remarquable. Donc ça a été assez facile pour moi d'accepter cette invitation parce que c'est tout le sens de ce qu'on essaie de faire en proximité des entreprises, en proximité des travailleurs de chaque territoire. Alors oui, ça peut être un tournant cette journée et là aussi la construction même de cette journée montre la compréhension que vous avez déjà de cette imbrication entre la santé au travail et la santé publique et que c'est un sujet d'aménagement du territoire. Donc, je vais tenir tout à l'heure des propos un peu généraux, mais
La dernière fois que je suis venu en Guyane, c'était il y a 10 ans. Beaucoup de choses ont changé, j'ai pu m'en apercevoir en quelques heures, puisque je ne suis arrivé qu'hier, mais beaucoup de construction, beaucoup de réflexions territoriales. J'ai entendu parler aussi de la création d'un CFA. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et la prévention, c'est avoir une vision d'avenir. On va beaucoup associer le mot santé à mot prévention aujourd'hui. Et d'avoir une stratégie de prévention, c'est aussi d'avoir une stratégie d'avenir. Les jeunes qui vont intégrer le CFA, pour qu'ils travaillent au-delà de 45 ans, toujours dans les métiers qu'ils auront appris, d'avoir une stratégie de prévention dès le départ va être essentiel. Donc voilà, on va essayer de porter des messages, je pense, aujourd'hui, pour dire à quel point ces sujets de la prévention peuvent s'intégrer et ne sont ni antinomiques, mais complémentaires à la vie économique, c'est-à-dire que c'est tout à fait compatible d'avoir une stratégie de prévention pour la santé des personnes et pour la bonne santé des entreprises. Et on va essayer d'en faire la démonstration aujourd'hui en proximité de la réalité des choses, des TPE et PME qui forment le tissu, mais aussi des collectivités territoriales qui ont leurs propres travailleurs. Mais beaucoup plus concret, sans doute, sera la vision d'un professionnel de terrain. Oula, c'est me faire beaucoup d'honneur. Au nom du SIAMT, je tenais absolument à remercier déjà le président Veldwachter de nous avoir sollicité, surtout d'être sur la même longueur d'onde que nous, notamment sur la stratégie de la prévention. Jean-Luc Monteil l'a rappelé tout à l'heure. La nécessité vraiment de faire la promotion de la culture de prévention primaire. On ne peut plus y couper. On est passé du curatif. On n'a plus de temps, on n'a plus de ressources ni humaines ni financières pour cela. Donc il faut absolument investir dans la prévention. Je remercie surtout la présence du président Servie parce que on est allé le solliciter avec David récemment et on connaît son agenda très, très chargé et il nous a fait l'honneur de venir passer quelques heures avec nous. Madame Racon, rassurez-vous, on va tout faire pour mettre en place et en tout cas permettre à vos services, le service du président Veldwachter, et je salue en passant Eric Larade qui doit nous écouter à quelques centaines de kilomètres d'ici. Il sera bientôt repris en relais par son successeur. Nous sommes devant un fait qui est clairement un fait accompli, parce que de toute façon, maintenant, il va falloir qu'on aille plus loin. Et le vice-président du MEDEF national l'a rappelé tout à l'heure. Il s'agit pour nous vraiment de mettre en place, tout en branle, la culture de prévention. Et surtout de viser la qualité des services rendus à nos clients. Vous allez entendre beaucoup ce mot dans ma bouche, mais pour moi, c'est clair. On est devant l'acceptation, la considération aussi des clients externes et internes, afin de pouvoir aussi répondre à nos missions. Pour cela, il nous faut harmoniser nos pratiques, ça a été rappelé. Il nous faut aussi s'appuyer sur un travail en réseau, et ça, c'est très important. Il faut décloisonner, et je crois qu'on est plusieurs à le penser clairement. Le travail en santé publique, le travail en santé au travail, le travail, bien sûr, en santé environnementale. On a eu le plaisir et la chance de pouvoir découvrir le territoire guyanais depuis quelques jours. On a cherché, on nous a amenés au bagne pour voir la réalité des choses. Et on a même cherché à me noyer sous des trompes d'eau. Voilà. Donc, d'où ma voix aujourd'hui. Je n'ai pas le Covid, je vous rassure, mais c'est juste le fait d'avoir passé quelques heures sous une pluie tropicale. Tout cela pour vous dire quoi? Tout cela pour vous dire qu'il faut absolument qu'on aille vers vraiment la construction d'une future médecine, une médecine de demain qui s'appelle la médecine 6P. 6P, pourquoi 6P? Simplement, il faut considérer le salarié, le patient, donc l'inclure dans ce parcours absolument. Il faut qu'il en soit, il faut qu'on les rende acteurs, salariés, travailleurs, agents de la fonction publique. Il faut les rendre acteurs de leur propre santé au travail. Deuxième chose, il faut une médecine prédictive. Tout prévoir afin de pouvoir aussi prévoir et éviter surtout l'arrivée des maladies chroniques. C'est un sujet thématique très cher à David Veldwachter, il va vous en parler plus tard. Ce qu'il nous faut aussi, c'est une médecine participative et pilotée.
On a travaillé, on nous a souvent reproché, et je pense que Martial peut le confirmer, et puis notre vice-président MEDEF national, on nous a souvent critiqué d'avoir piloté, d'avoir manqué de pilotage, en tout cas, d'avoir travaillé en médecine du travail au doigt mouillé. Eh bien, mettons-nous tout en branle pour disposer de data, et de rassembler ces données-là afin d'avoir une médecine pilotée. Il nous faut aussi une médecine basée sur les preuves, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de tout faire tout et n'importe quoi, afin de pouvoir aussi être efficient, cela a été rappelé au niveau national. Eh bien, nous allons pouvoir échanger avec nos collègues guyanais, afin de pouvoir faire un transfert de savoir-faire, et puis de pouvoir aussi leur permettre d'appréhender l'ensemble des outils innovants. La télémédecine, c'est maintenant, c'est pas demain. Et c'est grâce au petit virus qui nous a bloqués, nous a mis à l'arrêt depuis 2 ans, on a pu faire un bond de 15 ans en termes de méthodologie, d'organisation et d'outils innovants. Voilà, Carole. On applaudit effectivement. Merci. Merci pour la qualité de ces premiers retours. Monsieur Jean-Luc Monteil, là-bas, à Paris, vous en pensez quoi de tout cela? Je ne suis pas parisien, hein, vous n'en voudrez pas. J'habite en Provence. Je n'ai pas le même soleil qu'en Guyane, mais j'en ai quand même pas mal. Et je vais volontiers à la capitale, mais je n'oublie pas de rentrer à la maison. J'en pense qu'effectivement, on est, pour poser ce diagnostic, on est a priori tous d'accord sur la nécessité de vivre avec notre époque, de faire de la prévention la colonne vertébrale de nos actions futures. Et effectivement, qu'on soit une collectivité territoriale, une entreprise ou une administration, on a tous la même volonté, c'est de travailler avec des collaborateurs qui sont bien dans leur basket, qui soient en forme, c'est indispensable. Et comme je le rappelais également, dans une période où on peut avoir ça et là quelques difficultés à recruter, eh bien, on note que les conditions de travail sont devenus, y compris pour les nouvelles générations, un élément important. Donc, ce n'est pas de l'accessoire. On est, comme l'a rappelé Madame, sur quelque chose d'essentiel. Et il n'y a aucune raison que l'économie, au sens de la profitabilité que doit avoir une entreprise, ou une collectivité, ou un service public, ne puisse pas être en cohérence avec des conditions de travail normales. Je rappellerai quand même que l'entreprise se retrouve un peu dans une situation un peu inédite, puisque, reconnaissons-le, hein, le seul endroit aujourd'hui où on peut être en capacité d'identifier la qualité de l'état physique d'une personne, c'est maintenant l'entreprise. Et donc, à nous, entre guillemets, de relever ce challenge avec pertinence, avec innovation, vous l'avez rappelé, avec des outils qui vont nous simplifier et faciliter le travail qui est devant nous. Voilà. Je suis désolé, je crois que Madame veut prendre la parole, et après, je ne vais pas tarder à vous abandonner. Alors justement, merci de cette intervention complémentaire, d'autant plus que vous avez pour quelques-uns d'entre vous, vous avez un point de vue d'employeur, justement. Oui, Mme Racon, on vous écoute, allez-y. Je veux juste compléter les propos concernant la télémédecine et indiquer que la Guyane a été désignée comme territoire expérimentateur pour installer la télémédecine au sein des services de l'État. Le but du jeu, c'est de démarrer avec un premier socle d'agents, en tout cas, de la fonction publique, et ensuite de l'étendre, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, et de le faire évidemment en lien avec les travaux que vous menez avec le CISTC pour la partie des salariés du privé. Donc voilà, donc aujourd'hui, une offre possible pour étendre et pour justement améliorer l'offre d'accueil au niveau des services de santé à travers la télémédecine qui nous permettra justement éventuellement de régler un certain nombre de situations liées à nos problématiques locales en matière de recrutement. Très bien. Alors justement, peut-être saisir l'occasion, peut-être que Madame la directrice de l'ARS, peut-être. Merci à tous et bonjour et merci de cette invitation. Effectivement, on n'a pas souvent l'occasion de
de travailler, c'est bien dommage, entre ARS qui est ministère de la Santé, CSCT qui est ministère du Travail. Donc c'est bien que localement on puisse faire ces ponts qui parfois n'existent pas suffisamment peut-être à d'autres niveaux. Donc vraiment merci. Sur les questions qui nous occupent, bien entendu, nous avons sur la santé classique et la santé au travail les mêmes difficultés, les difficultés d'un territoire qui est sous-attractif, sous-dense, avec des problématiques de déplacement absolument majeures. Et notre territoire est très engagé dans les sujets de e-santé en général, de téléconsultation, téléexpertise, télésoins, téléassistance, enfin tout ce qui commence par télé ou par i. Et nous avons eu des financements importants grâce au Ségur de la santé et au Ségur numérique en particulier. Et donc nous déployons des dispositifs majeurs et notamment mon espace santé, vous savez, qui va quand même être aussi un outil très utile pour tous ceux qui s'intéressent à la santé et à la prévention, puisque c'était les premiers mots de ce colloque et je ne peux qu'y adhérer, étant moi-même la représentante du ministre de la Santé et de la Prévention, puisque vous avez vu maintenant que c'est carrément dans le titre. Donc nous serons bien entendu aux côtés du CSCT et puis nous sommes aux côtés bien sûr de la DGCOPOP. D'ailleurs, nous serons à double titre, à la fois à titre d'assistance si nécessaire sur les questions techniques de e-santé, mais aussi en tant qu'expérimentateurs, puisque nous aussi, nous avons des agents qui ont aussi une santé à préserver, qui sont aussi concernés, et donc on sera très heureux de participer à cette expérimentation du soutien par la téléconsultation de la santé au travail. Merci bien. Nous saluons votre intervention. Ça va jusque-là, chers participants? Vous apprenez des choses déjà? Bon, préparez vos questions, parce que tout à l'heure, vous aurez des occasions justement d'intervenir. Oui, allez-y, monsieur Monteil. Vous souhaitez d'excellents travaux. Et puis, je vais dire en guyanais, Mocal et ses op. Merci, Mouché, Monteil. Merci, merci. Gros merci. À bientôt. Au revoir. Très bien, merci à vous. Nous poursuivons justement une petite question peut-être. Comme je dis bien, j'aime bien m'adresser aussi à ces regards croisés justement, à la fois par rapport à votre posture de professionnel sur vos sujets, mais aussi encadrant d'équipe, à un moment donné, employeur, responsable, la prévention. Ça commence comment dans vos équipes? Quel est le premier pas pour un employeur aujourd'hui s'il veut faire de la prévention? Peut-être parfois même en n'ayant pas encore mis à jour sa cotisation, mais quel premier pas peut-il mettre en place, homme ou femme, dans son entreprise, dans son établissement, pour pouvoir actionner ce levier qui est la prévention? Comme vous le savez, de plus en plus, on met sur la tête de l'employeur un certain nombre d'obligations. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que de toute façon, et je rebondis sur ce qu'avait dit la directrice de l'ARS, il n'y a plus de moyens en ville. Il n'y a plus de moyens en ville, donc il n'y a plus de possibilité de disperser la prise en charge des salariés, des travailleurs, des ayants droit, des assurés sociaux. Et le seul territoire où il fait bon vivre, c'est en entreprise. C'est le seul endroit où on a le temps, on a les ressources, on a l'envie, la motivation et surtout on a des contraintes aussi de s'occuper de nos équipes. Là, je prends la casquette de l'employeur, comme vous avez dit. Je pilote une équipe de 380 personnes pour prendre en charge 420 000 salariés en France. D'accord ? Donc c'est un dixième du bassin d'emploi francilien, mais c'est quand même 420 000 familles derrière, parce que derrière chaque homme, chaque femme qui travaille, il y a souvent une famille. Donc il ne faut pas l'oublier. Et je rejoins le président Servi tout à l'heure quand il a évoqué la notion de culture de prévention dès le plus jeune âge. Eh bien, charge-nous aussi, employeurs, et bien sûr, médecins du travail, infirmiers du travail et l'ensemble des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail et prévention comme le nôtre, de prendre en charge, de prendre le temps de s'occuper de tout le monde et surtout d'inculquer la culture de prévention primaire dès le plus jeune âge et à commencer par l'apprentissage.
je reviens sur le sujet, je ferme la parenthèse. Un employeur, il a surtout l'obligation d'évaluer les risques au quotidien pour ses équipes. Dès l'instant où on franchit le pas de l'entreprise, il se doit de tout mettre en œuvre afin d'éviter qu'il y ait un accident qui arrive ou qu'une maladie soit en lien avec le travail. Mais vous le savez tous, la perméabilité de la vie pro et vie perso, elle est de plus en plus grandissante depuis ces 2 dernières années. L'organisation du travail, le mode de travail est en train de devenir complètement aléatoire, hybride pour certains, d'autres complètement à distanciel. Donc, charge à nous, employeurs, entreprises, dirigeants, salariés, en tout cas, que tout le monde mette la main à la pâte afin de pouvoir aussi développer toute cette culture de prévention. Merci. D'autres interventions sur ce sujet? Oui, alors, par où commencer? D'abord, je ne connais pas aussi bien la Guyane que cela, mais j'imagine que comme partout ailleurs, c'est la petite entreprise qui domine. C'est la petite entreprise qui domine. Et la problématique d'une petite entreprise, c'est par où commencer. La règle, elle est générale, c'est d'abord d'être conscient du risque qu'on a à gérer et d'en faire les priorités. Donc il faut avoir une conscience de ce risque. Ça, c'est le premier service que peut apporter un service de prévention et de santé au travail. C'est d'aider collectivement, individuellement, des entreprises à avoir conscience du risque pour leurs salariés, pour eux-mêmes. Quand on est une TPE, 80% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Ont moins de 10 salariés. Souvent, le chef d'entreprise est exposé aux mêmes choses que ses salariés. Donc là aussi, c'est une évolution très favorable apportée par les partenaires sociaux, c'est d'avoir inclus le chef d'entreprise. Parce que quand je prends soin de ma santé, c'est plus facile pour moi d'avoir conscience de la santé des salariés. Et donc la première des choses, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle l'évaluation des risques. Alors, n'employons pas des mots compliqués, mais c'est voilà, je suis boulanger, quels sont mes risques principaux? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour agir? On l'a pas dit, Vinengo le dirait mieux que moi, mais la médecine du travail, ce n'était pas la médecine des travailleurs, c'était la médecine du travail. On soigne d'abord le travail, c'est-à-dire réfléchir aux conditions de travail, aux effets sur la santé. Donc d'avoir une conscience des risques pour agir dessus, c'est le numéro 1. Maintenant, on n'est pas isolé dans le monde du travail, on vit à la maison, on vit dans la rue, et la santé, c'est global. Donc il faut aussi avoir, et c'est toute la spécificité de ces services de prévention et de santé au travail, c'est de connaître et le poste de travail et l'état de santé de la personne. Et c'est l'adéquation des deux qui permet de travailler longtemps, en bonne santé, et même au-delà, pendant la retraite. Donc ça, ces éléments-là, c'est par là qu'il faut commencer. C'est une évaluation des risques, et là, le service est une ressource. Et ensuite, ce sera un parcours de dialogue. Carole le disait, c'est forcément dans le dialogue, parce qu'il n'y a rien qui est simple. Je suppose que là aussi, je ne suis pas suffisamment sachant, mais j'imagine quand un orpailleur au sein de la forêt ou au CNES, les sujets de prévention et de santé au travail ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez. Donc il faut savoir s'adapter, adapter les modalités, les mots aussi, parce qu'on n'explique pas les choses de la même façon à un ingénieur en sécurité au CNES, je suppose que, là encore une fois, dans une boulangerie, dans une cordonnerie, pour passer à l'action de la prévention. L'essentiel, c'est de l'amélioration continue. Il faut entrer cette culture de la prévention, comme le disait le docteur Vinengo. Si vous le voulez bien. Oui, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, je crois que la première démarche, c'est que le chef, que le patron, que la direction soit à l'écoute. J'ai eu la chance d'avoir été salarié à 19 ans. C'était en tant qu'agent de bureau auxiliaire à la mairie de Cayenne, parce que j'ai commencé par la territoriale et je finirai par la territoriale. Entre-temps, j'ai été chef d'établissement du second degré, donc ça m'a permis d'avoir une vision très élargie de comment les choses se passent. Et quand j'étais salarié, j'ai toujours eu le sentiment que le chef ne me comprenait pas, qu'il ne m'entendait pas et qu'il n'avait pas conscience de mes souffrances au travail. Parce qu'à 19 ans, j'ai pu vous dire que je souffrais déjà au travail. Et quand je suis passé de l'autre côté du mur, j'ai eu le sentiment que les gens me regardaient comme étant un bourreau qui ne comprenait pas leurs souffrances et qui n'entendait pas. Et je pense que la première des démarches à mettre en œuvre, c'est vraiment que nous soyons à l'écoute
de ce que disent les salariés. Et je considère que faire preuve d'empathie dans certaines situations, selon certains contextes, n'est pas du tout chose aisée. Mais quoi qu'il advienne, il y a des process que nous mettons en place à travers notamment la direction de la qualité de vie au travail et de l'action sociale, avec des personnels salariés qui sont là pour écouter, qui sont là pour entendre et qui arrivent à nous faire remonter un certain nombre de situations de travail qui peuvent devenir problématiques. On a une attention particulière à la mise à disposition des équipements de protection individuelle. Je sais qu'on aura l'occasion d'en parler durant la journée. Le document unique d'évaluation des risques professionnels aussi, qui est rendu obligatoire, eh bien, on s'organise toujours pour pouvoir l'établir et l'établir dans un cadre partenarial avec les autres membres de la société ou de l'administration. La difficulté réside toujours dans peut-être notre capacité à pouvoir objectiver. Lorsque un salarié vient me dire qu'il souffre, alors il y a des maladies, des handicaps, des problématiques qui peuvent se voir, qui peuvent se traduire très facilement. Il y en a d'autres qui sont tellement subtils qu'en tant que chef de l'administration, il ne m'est pas toujours possible d'objectiver, de me rendre compte véritablement. Et là, on va tomber naturellement sur la question de qui doit faire ce travail d'objectivation. Naturellement, on peut faire appel, on devrait faire appel aux médecins du travail, mais ça a été dit dans les propos d'introduction, on sait à quel point les médecins du travail sont une denrée de plus en plus rare. Et encore sur le territoire de la Guyane, cette denrée est encore plus rare. Et je considère que l'une des tâches auxquelles la CTG doit pouvoir s'appliquer pour améliorer la médecine du travail, pour améliorer l'encadrement et la prise en charge des salariés, consisterait véritablement avec les services de l'ARS, avec les services de la préfecture, puisque nous travaillons dans un cadre partenarial, c'est un véritable réseau que nous devons construire, c'est faire en sorte de travailler sur l'amélioration de l'attractivité du territoire. Un territoire qui n'est pas attractif, un territoire qui ne peut pas faire venir des médecins généralistes, des médecins spécialistes, mais également des médecins du travail, c'est un territoire sur lequel, inexorablement, on risque d'aller vers des situations extrêmement compliquées pour les salariés. Donc là-dessus, il y a de vrais enjeux, c'est un véritable challenge pour nous. Et je les mets dans la perspective de la création du CHU en Guyane, dans la perspective de la création des hôpitaux de proximité des communes isolées, parce que là aussi, c'est encore un autre handicap. Certaines communes qui sont très éloignées de la bande littorale, très éloignées de Cayenne, où on n'a pas les infrastructures médicales pour pouvoir prendre en charge l'objectivation de ce que vivent les salariés dans leur lieu de travail, ça peut être une situation rendue très rapidement compliquée. Et c'est pour ça que j'ai applaudi vraiment très chaleureusement les initiatives qui se prennent en matière de télémédecine, de e-santé. L'autre jour, le président du CSCT me disait que l'appareillage électronique va passer par les réseaux satellitaires, donc ils n'ont pas besoin des réseaux traditionnels. Mais je me dis que, quoi qu'il advienne, au niveau de la CTG, nous allons poursuivre les efforts qui sont déjà réalisés pour assurer une meilleure couverture numérique du territoire, parce que tôt ou tard, on aura besoin d'avoir ce panel d'innovation qui, naturellement, va nous permettre et permettre aux opérateurs de santé d'être plus efficaces, d'être plus efficients et faire en sorte que les salariés qui sont dans les communes isolées, loin de tout, loin de Cayenne, mais encore plus loin de Paris, puissent être pris en charge dans de bonnes conditions. Donc ça aussi, ça participe de cette volonté que nous avons. Alors on n'est pas directement lié à la question de la santé au travail, mais comme je le disais tout à l'heure, la santé étant l'affaire de tous, dans le réseautage qui est mis en place, on se doit de trouver les voies et moyens qui nous permettent d'être au plus proche du patient, de faire les meilleurs... du patient, excusez-moi ce lapsus, du travailleur, pour pouvoir procéder de façon très rapide et très facile à l'objectivation des conditions de travail et apporter les réponses qui sont attendues. Merci. Je veux juste compléter sur cette question qui est primordiale. En effet, que doit faire l'employeur en premier lieu ? Il est le premier à rentrer dans l'entreprise. Quand vous créez une entreprise, vous êtes quand même le premier, en principe, à intégrer cette entreprise et à voir et à concevoir, en tout cas, le fonctionnement et l'organisation de cette entreprise. Donc c'est pour cela que le Code du travail s'oriente vers l'employeur, évidemment en termes de réglementation, de respect, d'obligation, mais au-delà de cela, de l'obligation, c'est même du bon sens. C'est aussi que l'employeur se dise, bah, tiens, moi, lorsque je rentre dans cette entreprise, si je simule
l'activité que je vais confier aux salariés, comment cela va se passer? Est-ce qu'il sera en risque à tel niveau? Est-ce qu'il sera en risque à quel niveau? Et comment ça va se passer justement dans le cadre de son activité classique? On a tendance à signer des contrats de travail facilement. Je recrute, très bien. Mais quand je recrute, est-ce que je ne mets pas mes propres salariés en danger? Et c'est la question que doivent se poser tous les chefs d'entreprise ou les créateurs. Je sais que c'est difficile, c'est pas évident. En premier lieu, on ne l'a pas forcément en tête. L'évaluation des risques, c'est un métier. La prévention aussi, c'est un métier. Donc du coup, les employeurs, j'aimerais dire qu'ils sont accompagnés sur le territoire, accompagnés par des structures comme le CISDC, accompagnés également par l'inspection du travail, puisque nous avons des préventeurs, et également accompagnés par tout autre organisme qui serait en capacité, et le président l'a dit, de concevoir et de construire le fameux DERP. J'aimerais citer des chiffres, ça ne va pas être très drôle, mais il y a une recrudescence des accidents du travail en Guyane. Et des accidents graves, 3 mortels dernièrement, des accidents graves et invalidants. Il faut l'avoir en tête. Cette idée de la prévention est en premier lieu que nous évitions d'arriver à des situations comme celle-là. Ce colloque est l'occasion, Parlons Santé, de parler de ces situations, de voir comment il était possible éventuellement d'éviter ces accidents et surtout que le chef d'entreprise se pose in fine les bonnes questions. Malheureusement, après des accidents mortels, souvent, on se rend compte que le chef d'entreprise réitère les mêmes erreurs et ne tient pas compte de ce qui s'est passé pour pouvoir justement réévaluer les risques. Parce que quand on parle d'évaluation, c'est en réalité une boucle. On évalue régulièrement. On n'évalue pas dans un premier temps pour ensuite faire plaisir à l'administration et dire voilà, j'ai un beau document qui est construit. Il faut que ce document soit toujours mis à l'épreuve du fonctionnement de l'entreprise et surtout des situations qui ont été vécues. Voilà ce que... Juste un petit mot pour compléter. Je tiens absolument à féliciter Mme Racon pour ses propos et surtout sa vision préventive pour ses agents. Bravo, parce que effectivement, je pense que vous avez la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, vous avez quelques années de retard par rapport aux entreprises de droit privé, pour plusieurs raisons, parce que je crois que quand on regarde simplement côté médecine préventive, quand on compare l'épaisseur des textes qui régissent la médecine préventive de la fonction publique d'État et qui a eu la bonne idée de se rapprocher du Code du travail en 2020. Et la fonction publique territoriale, malheureusement, est restée encore un peu en retrait. Il y a encore une petite marge de progrès à faire. Tout cela pour vous dire que en comparaison de l'épaisseur du Code du travail et des textes de médecine préventive qui vous régissent, effectivement, on constate qu'il y a encore un écart à combler. Ceci dit, puisqu'on est dans la perspective de travailler ensemble, de vous aider aussi à pouvoir vous saisir de la stratégie, de la méthodologie de travail, avec la première mission pour nous tous, c'est la prévention des insertions professionnelles et surtout l'inclusion socio-économique de nos travailleurs. C'est important parce que je pense que ça parle beaucoup au MEDEF quand je parle de l'inclusion économique. Si on ne peut pas développer le territoire et surtout attirer les bonnes ressources humaines, financières, investisseurs, c'est un territoire qui est vieilli, qui est délaissé. Donc il faut absolument y penser. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut absolument avoir une vraie stratégie de travailler en réseau de façon transversale à décloisonner la pratique, santé publique, santé du travail, santé environnementale. J'en appelle pour preuve le chlordécone. C'est un vrai sujet qu'on aurait dû traiter ça de façon vraiment dynamique, synergique, afin d'éviter d'arriver maintenant à des curatifs. Un dernier mot quand même sur l'avenir. Je vous ai parlé tout à l'heure de la médecine 6P. Il faut tout faire pour qu'elle soit pilotée. Donc il nous faut des data, il faut rassembler des données. Pour cela, il faut une vraie saisie en méthodologie et surtout en thésaurus. Je me tourne vers nos grands présidents et directeurs généraux. Est-ce que vous savez quel est le meilleur dossier médical
qu'une entreprise qui envoie des expatriés à l'étranger emploie? Eh bien, c'est le dossier médical en santé au travail. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons eu, et Martial Brun peut vous confirmer, nous avons eu à travailler sur le thésaurus de nos actions. Un dossier médical bien codifié, c'est un dossier médical qui peut être traduit en n'importe quelle langue, anglais, chinois en mandarin, guyanais en dialecte, surinamien, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, un expatrié qui part à l'autre bout du monde, ou même chez les orpailleurs, s'il a besoin d'un avis médical, il y va avec son dossier traduit, basé sur le dossier médical en santé au travail. Et de surcroît, il est digitalisé maintenant, obligatoire depuis quelques jours. Et ça, je félicite vraiment le législateur qui a eu le courage de passer ce cap. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on milite pour qu'on puisse disposer d'un vrai outil de travail basé sur l'INS, donc le numéro d'immatriculation qui nous permet de pouvoir tracer tout le parcours laboriste du salarié et puis bien sûr tout le parcours de soins des ayants droit et des assurés sociaux. Et donc travaillons avec une vraie vision de l'avenir, avec une vraie méthodologie du travail et surtout avec une vraie volonté. J'écoutais l'autre jour notre ministre de la Santé. Effectivement, Madame la directrice de l'ARS, vous avez eu raison de rappeler que c'est le ministère de la Santé et Prévention, avec des déclarations d'intention, donc dont acte. Passons à l'acte maintenant, plutôt que de rester encore dans les déclarations de bonne volonté. Merci. Bien, je vais vous remercier. Monsieur, peut-être avant de boucler cette première phase, peut-être une intervention de votre part, Monsieur le Président du CSTC. Merci Carole. Alors, Madame la directrice de l'ARS, merci. Merci de cet engagement. Merci de ce positionnement qui illustre ce colloque, cette logique partenariale qui vise en fait à respecter l'expertise de chacun dans ses métiers, mais qui me semble indispensable pour qu'on réussisse. Monsieur le Président Serville l'a rappelé, nous devons avoir une vision forte qui nous pousse à aller vers le mieux. On doit faire dans la quantité, certes, mais on doit faire dans la qualité, dans l'efficacité. Et c'est vrai, c'est une très récente présidence, mais je trouve que sur le coup, 1, 2, 3, merci. Je trouve que sur le coup, j'ai beaucoup de chance puisque la réforme va en ce sens. Vous connaissez ma seconde casquette en tant que président délégué du MEDEF. Et voir que les services de santé au travail vont maintenant s'occuper des chefs d'entreprise, ben je trouve ça très bien ici dans un territoire comme la Guyane. Parce que l'économie, vous le savez, est un moteur. Et celui dont on a besoin pour faire développer notre territoire. Donc je n'avais pas prévu de prendre la parole pendant la table ronde. J'ai souhaité volontairement laisser les experts de terrain en parler. Mais je voudrais quand même rappeler que la semaine dernière se tenait le village de la prévention organisé par la CGSS. Et j'ai vu des choses très intéressantes. Et ce qui m'a marqué, j'en parle pour qu'on en parle autour de nous. Il y a eu un trophée remis à des lycéens qui ont illustré les risques. Ils ont monté des petits films pour dire, ben voici les risques, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et ils l'ont fait eux-mêmes avec leur vision et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je crois qu'également dans nos entreprises, il faut qu'on s'y mette, qu'on fasse peut-être des journées de team building, certes, mais penser pour illustrer les risques professionnels. Dr Vinengo l'a rappelé tout à l'heure, les maladies chroniques m'inquiètent. C'est pour ça que j'insiste avec toute notre équipe en disant nous devons aller plus loin. On doit aller plus loin, on doit, nous, au niveau de la santé au travail, diagnostiquer encore mieux. Diagnostiquer encore mieux parce qu'on va sauver des vies. Et j'entends, vous le savez, cette actualité qui nous marque avec ces agriculteurs, notamment le dernier qui s'est suicidé. Je crois qu'il y a urgence pour nous d'être là, présents, pour rappeler qu'on est là pour accompagner tant les services de santé que les autres structures partenaires, privées souvent, mais également d'État, et qui seront là pour travailler, à mon sens, main dans la main pour le bien de tous. Merci en tout cas. Merci. C'est ouvert? Ok, très bien. Oui, le travail est contributeur de santé. Le travail est contributeur de lien social. Le travail a un impact fort dans nos vies. C'est une expérience qui a besoin effectivement régulièrement de se mettre à jour et de se retrouver en situation beaucoup plus lumineuse et positive pour nous permettre d'œuvrer notamment pour le développement des territoires. On va passer à la deuxième partie. On va remercier déjà nos invités.
Merci, on va garder M. Brun. M. Brun, vous allez rester avec nous, voilà. Voilà, restez avec nous. Alors, on va faire